Et je le disais donc, pour cette dernière émission de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Wronski. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus. Et face à vous, Thomas Grébine. Bonjour Thomas. Bonjour. Responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI. Et nous attendons d'une minute à l'autre Nathalie Janson qui fait son entrée en direct à l'américaine sur le plateau. Bonjour Nathalie, professeure d'économie à Neoma Business School. Bienvenue pour cette dernière émission de l'année. Merci à tous les trois d'être là un 24 décembre. C'est un bon prémisse avant de préparer les fêtes. Et pour commencer, en introduction, en plat, en entrée, j'ai envie de commencer par vous, cher Laurent, la lettre au Père Noël, la traditionnelle lettre au Père Noël de Laurent Wronski. On vous Merci. écoute. En tout cas, au niveau du timing, je veux dire que j'espère que le Père Noël est attentif, parce que bon, ce soir, il bosse. Hein. Ah bah, donc pas de RTT. On est en temps et en heure. Hein. Grande productivité. Et puis en plus, il va peut-être faire des heures sup, je ne sais pas. Cher Père Noël, je t'écris cette année avec beaucoup d'inquiétude, car tu es désormais soumis aux lois implacables de la concurrence et tu n'es clairement plus en position dominante. Il faut bien le reconnaître, ton monopole historique a volé en éclats. Jadis, seul acteur incontesté du marché du cadeau, te voilà aujourd'hui concurrencé de toutes parts par une armée de Père Noël installée durablement à l'Assemblée nationale. Convaincus que leur hôte se remplit toute seule, proférant de grands discours et bardés de bonnes intentions, ils ont repris ta manie de distribuer des cadeaux et se sont purement et simplement substitués à toi. Pour financer cette distribution frénétique, ils ont trouvé une idée de génie, se livrer entre eux à une compétition acharnée, une sorte de concours Lépine de la taxe la plus punitive. Chaque semaine apporte son innovation fiscale, sa contribution exceptionnelle, sa surtaxe temporaire devenue définitive, chacun voulant prouver qu'il est plus Père Noël que son voisin. Peu importe que ces taxes affaiblissent la fabrique de cadeaux, découragent les lutins ou fassent fuir les reines, l'essentiel est d'annoncer un nouveau cadeau immédiatement sans jamais se poser la question de savoir comment améliorer l'efficacité, la productivité et l'organisation de la fabrique de cadeaux. Le problème, c'est que ces Pères Noël de substitution distribuent des cadeaux sans compter et sans discernement. Résultat, l'équilibre déjà fragile de la fabrique de cadeaux est sérieusement menacé. Pendant que les cadeaux pleuvent, la caisse, elle, se vide, à tel point qu'on murmure dans les couloirs glacés du pôle Nord que la fabrique serait désormais endettée à hauteur de 3 500 milliards d'euros. Même les lutins ont arrêté de compter après le troisième zéro. Et rassure-toi, tout va bien. On continue à expliquer que cette dette n'est pas un problème, qu'elle sera payée par les lutins de demain, même si personne ne sait encore s'il en restera suffisamment. Car les lutins, justement, se font de plus en plus rares. Lassés de produire pendant que d'autres distribuent, étouffés sous des normes toujours plus créatives, certains ont quitté la fabrique, d'autres se sont mis en arrêt longue durée pour burn-out hivernal, et quelques-uns envisagent sérieusement l'exil vers des contrées plus accueillantes. Quant aux rennes, ils commencent à manquer à l'appel, trop sollicités, pas assez nourris, sensibles au prix du fourrage et aux nouvelles normes environnementales, ils sont de plus en plus tentés par une reconversion dans la mobilité douce ou le conseil en transition écologique. Dans ces conditions, Père Noël, comment continuer à assurer ta tournée ? À force de célébrer Noël chaque jour et de promettre toujours plus sans jamais produire mieux, tu risques fort de te retrouver sans cadeau à distribuer. Et sans cadeau, pas de traîneau. Sans traîneau, pas de passage. Et sans passage, notre pays pourrait bien se réveiller un matin de décembre sans aucun cadeau dans la cheminée. Ce serait évidemment dramatique, car Noël sans toi, ce serait un peu comme une loi sans décret d'application, un budget sans financement ou une promesse politique sans lendemain. Tout le monde en parle, mais plus personne n'y croit vraiment. Alors, cher Père Noël, si cette année tu pouvais rappeler à tous ces Pères Noël de substitution que la prospérité ne naît pas de la taxe mais du travail, que la hotte ne se remplit pas à coups d'annonces, qu'une fabrique ne survit pas longtemps quand elle distribue des cadeaux au-delà de ses moyens, si tu pouvais remettre un peu d'ordre dans ce marché anarchique du cadeau, redonner envie aux lutins de revenir à la fabrique, remotiver les reines et pourquoi pas, imaginer un plan crédible de désendettement de la fabrique. Ce seraient les plus beaux des cadeaux. En échange, je continuerai à croire en toi,
le vrai, le seul, l'unique Père Noël, celui qui ne distribue pas au-dessus de ses moyens, qui compte ses rennes, respecte ses lutins et sait que Noël n'a de valeur que parce que c'est un jour unique. Et par les temps qui courent, préserver un monopole de confiance, c'est peut-être ce qu'il te reste de plus précieux. Voilà, bravo Laurent Vronsky, c'était la lettre au Père Noël et indirectement adressée à tous les Pères Noël de l'Assemblée nationale. Effectivement, peut-être qu'on peut leur proposer, je ne sais pas, un précis d'économie à nos parlementaires pour montrer que il faut d'abord créer la richesse, peut-être avant de la redistribuer. C'est la grande leçon de la lettre cette année. Une réaction, Thomas Grébine? Ce qui me semble intéressant dans cette métaphore du Père Noël, c'est que c'est vrai que le Père Noël, quand on le voit, c'est toujours du côté de la distribution, quoi. C'est-à-dire du point de vue du consommateur. Et je pense que c'est aujourd'hui le problème fondamental de l'économie française, c'est que depuis les années 70, en gros, où on accumule des déficits budgétaire, en fait, on a perdu de vue le point de vue du producteur. Et c'est vrai que quand on parle du Père Noël, on s'imagine toujours le Père Noël qui va distribuer des cadeaux, des biens de consommation, mais on s'imagine jamais comment il fait pour... Et il faut les produire, il y a les lutins derrière. Il faut les produire, donc c'est vrai que le Père Noël, d'une certaine mesure, est très français, quoi. Ouais, Nathalie. Oui, pareil. Où sont les petits lutins, Nathalie? Et oui, je pense qu'il est urgent de faire, justement, comme on adore la réglementation, il faut absolument condamner tous ces faux Pères Noël. On va leur faire un petit procès, puisqu'on n'a pas le droit de répliquer cette marque unique qui est le Père Noël. Donc je pense que là, il y a matière, en termes de droit, tous les poursuivre pour publicité mensongère. Bon, rendez-vous l'année prochaine pour voir si... le Père Noël a bien entendu, si la lettre est bien arrivée. Peut-être qu'il ne sera plus là pour le lire. Et voir s'il y a moins de Père Noël. Et voir si on revient au monopole. Ouais, alors fin 2026, il y en aura encore. Il y en aura encore et les mêmes, probablement. Bon, merci beaucoup, Laurent, pour cette lettre. N'hésitez pas à réagir sur le compte Legenra, L-E-G-E-N-R-A, sur Twitter, à la lettre de Laurent Vronsky, et sur le compte de Laurent aussi, éventuellement. Vous pouvez rappeler votre compte Twitter, Laurent? Enfin, j'ai surtout le publié sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Là, vous cherchez mon nom, il n'y a pas de pseudo, il y a ma vraie photo, vous voyez, je n'ai rien à cacher. Donc pas de problème. Bon allez, je voudrais qu'on passe à la rétrospective de 2025 maintenant. C'est la dernière émission de l'année, cette saison. Pour voir un peu avec vous, les experts, ce qui vous a marqué, ce qui vous a surpris, ce qui vous a inquiété aussi. À commencer par l'événement marquant. Je ne veux pas être très original, mais pour vous, l'événement économique marquant de l'année 2025. Il y a eu un consensus total depuis lundi sur l'ensemble des experts. Ça a été Donald Trump. Donc on va voir si pour la dernière émission de l'année, il y aura un pas de côté ou un autre événement. Je commence par vous, Nathalie Janson. Oui, forcément, on peut y penser parce que c'était le retour, Trump is back. Et puis là, il doit être content parce que visiblement, ses chiffres de croissance sont extraordinaires. 4,3% au troisième trimestre. Et oui. Donc, puisque d'une potentielle baisse de PIB, nous sommes à plus 4 du jamais vu. Donc, du coup, s'en suivent des discussions sur la fiabilité des données. Enfin, je trouve ça très drôle. Oui. Bon, est-ce qu'on peut douter de ces données? C'est un vrai sujet, effectivement. Il y a eu le shutdown, il y a eu beaucoup de bureaux de statistiques qui ont fermé, et chez les économistes, on commence à douter des économistes. Moi, ça me semble absolument incroyable. Ouais, moi, ça me semble... J'étais des données macroéconomiques de la première puissance mondiale. Surtout que ce qui est très drôle, c'est qu'on ne dit jamais rien sur les chiffres de la Chine depuis des décennies. Or, on sait bien que c'est quand même pas toujours non plus extrêmement bien enregistré. Donc, et là, effectivement, parce que c'est Trump, on se permet de douter. Alors, bon, c'est vrai qu'il prête le flanc. Mais a raison ou pas? Mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi. Enfin, je comprends parce que les économistes sont dépités par le fait qu'éventuellement il y ait eu ces chiffres positifs. Donc effectivement, comme il y a quand même une forte majorité contre Trump, ils se disent c'est quand même pas possible. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'à l'heure des instituts, l'information, elle n'est plus gardée uniquement par Saint-Siège de la statistique quand même américaine. Donc moi, ce que j'attendais aujourd'hui, mais là je n'ai pas entendu d'autres sons de cloche, c'est de savoir ce qu'éventuellement la réaction en fait des instituts par exemple de ceux qui sont sur la recherche, sur les actions, sur le marché. Oui. Est-ce que les analystes, eux, de marché sont également surpris? Parce que
on va quand même pas me dire qu'on n'a pas d'idée sur ce qui va se produire aux États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas une révélation quand il y a une statistique. Il y a bien des tendances. Et puis à l'heure aujourd'hui de l'information qui est quand même en réel partout, où on a des signaux, on utilise l'IA pour justement les utiliser. Moi, la réaction m'a beaucoup surpris en effet, parce que je me suis dit comment effectivement, dans un pays avec autant de données, autant de statistiques, autant d'instituts et d'analystes qui regardent le marché, des économistes se mettent à dire qu'en fait les chiffres seraient faux et donc en fait moi j'attendais une réaction de marché. Thomas, vous êtes spécialiste de la macro internationale. Voilà, peut-être que Thomas a des meilleures informations que moi. Quelle analyse ? Il y a 3 facteurs. Je ne sais pas si les chiffres sont faux. En tout cas, ce qui me semble, c'est que les marchés ont été surpris par ces bons chiffres qui étaient un peu au-dessus de ce qui était anticipé. Bon, il y a 3 facteurs. Il y a le fait qu'il y a le shutdown déjà qui fait qu'une partie des administrations n'ont pas pu travailler. Donc ça, c'est le premier facteur qui pourrait remettre en cause, entre guillemets, cette statistique. Il y a deuxièmement le fait que il y a certains directeurs d'agences indépendantes qui ont été virés, limogés il y a quelque temps par Donald Trump. Donc là aussi, il y a un peu une remise en cause de l'indépendance de ces agences. Et puis enfin, il y avait aussi des coupes budgétaires dans ces agences statistiques ces derniers mois qui là aussi peuvent laisser penser que ces agences n'auraient pas pu travailler aussi bien que d'habitude. Et c'est vrai que quand on a vu les chiffres de l'inflation qui sont parus il y a quelques semaines, il y avait aussi un peu une surprise parce que l'inflation était plus basse que prévu. Et une des explications, il faudra voir dans la durée si ça tient, mais c'était que quand on fait ces statistiques d'inflation, en fait, il y a des remontées qui sont faites sur un très grand nombre de biens, les biens de consommation. Et en fait, on n'avait pu faire les remontées que sur la moitié des biens qui composent l'indicateur d'inflation. Et donc, les autres avaient été, entre guillemets, simulés, quoi. Et donc, donc, par exemple, est-ce que les loyers avaient bien été pris en compte dans cet indicateur d'inflation aux États-Unis ? Oui, il y a ce type de... Ça veut dire qu'on pourrait rentrer dans une ère de post-vérité. On était à l'ère des fake news et le post-vérité, mais y compris au niveau des statistiques nationales. Je ne sais pas si on en est encore là. C'est vrai qu'on parle depuis des années des chiffres de la Chine, où il y a quand même beaucoup plus de soucis sur les chiffres de la Chine que sur les chiffres des États-Unis. Rien que sur les chiffres de balance des paiements, par exemple, aux États-Unis, en Chine, il y a quand même des vrais sujets. Est-ce que ça pourrait pas presque être multiplié par 2, quoi, certains chiffres. Et donc on a quand même parlé de 1000 milliards de dollars d'excédent sur les 11 premiers mois de l'année. Ça pourrait être le double. Il y a l'économiste américain Brad Setser qui remet en cause chaque fois ces chiffres chinois en disant que le FMI devrait... La vague chinoise serait 2 fois supérieure en termes nets, parce que quand il essaye de recouper à la fois les données sur les services, les biens... En fait, on voit, selon lui, ça ne colle pas tout à fait. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un souci a priori beaucoup plus important sur les données chinoises que sur les données américaines. Après, maintenant, c'est pas une consolation. Non, c'est pas une consolation. C'est pas une consolation non plus. Si même aux États-Unis, quand même la principale démocratie au monde, on commence à avoir des doutes sur les statistiques publiques. C'est vrai que c'est un souci d'un point de vue démocratique, quoi. J'en profite pour saluer nos statisticiens français, l'INSEE, qui sont parmi les meilleurs au monde. L'événement majeur de 2025 selon vous, Thomas Grémine? Moi, c'est en lien avec Donald Trump, mais c'est aussi, moi je dirais que c'est quand même le décrochage européen ou même la fin de l'illusion que l'Europe pouvait être une grande puissance. Donc ça, je reprends un peu les termes. Les termes de Mario Draghi. Les termes de Mario Draghi dans un discours fin août, et je pense qu'un des événements très très symboliques de cette année, ça a été le sommet entre Mme von der Leyen et Donald Trump au golf de Donald Trump. On en parlait hier aussi, ça a été cité par un des experts. Et je pense qu'au-delà de l'accord, au-delà de ce qu'on peut penser de l'accord à proprement parler, est-ce que c'était un moindre mal ou pas, on a déjà fait ce débat. Je pense qu'en termes symboliques, ça décrivait une faiblesse de l'Europe, une soumission de l'Europe qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps et qui est très, très, pour moi, symptomatique de ce qui pourrait arriver, pas seulement face aux États-Unis, mais aussi face à la Chine. C'est-à-dire que le vrai risque, c'est que l'Europe, demain, sorte de l'histoire. Et moi, c'est ma crainte,
c'est que voilà, ce sommet de fin juillet, en fait, soit un peu le révélateur du fait que maintenant l'Europe, qui a longtemps été la grande puissance au niveau international, risque d'être très en retrait face aux prédateurs que sont les États-Unis et la Chine. On avait ce débat avec Guillaume Paul ce matin dans la matinale de BFM Business sur l'Europe. Est-ce qu'elle s'accroche ou est-ce qu'elle décroche en 2026 ? Si on veut nourrir un peu l'optimisme, quand même, bon, l'Europe, c'est en moyenne 1,5% de croissance. C'est vrai que là, les États-Unis, en moyenne sur l'année, c'est 2,5%. Donc, ils sont au-dessus, d'accord. Mais quand même, on fait 1,5% de croissance avec le principal moteur qui est en panne, l'Allemagne, qui doit redémarrer en 2026 avec un méga plan d'investissement qui pourrait être un game changer. On a une commission qui commence un peu à se réveiller. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'espérer en 2026 ? Puis après, je reviens à vous, Charles. L'Europe, elle tient d'un point de vue de croissance. Et si on prend tous les fondamentaux de l'Europe... On a l'épargne, on a les cerveaux, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais quand vous prenez la croissance du cœur de l'Europe, des vieux pays de l'Europe, les 6 pays fondateurs, vous voyez que sur les 30 dernières années, en moyenne, on a eu 0,5 points de croissance en moins par an par rapport aux États-Unis. Donc, il y a eu un débat, notamment lancé par Gabriel Zucman, sur le fait non, l'Europe ne décroche pas d'un point de vue économique par rapport aux États-Unis. Philippe Aghion lui a répondu. Voilà, nous apprécions beaucoup la vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut le remettre par rapport. Nous apprécions beaucoup la vie. Oui, c'est pour ça, en somme, son article, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme nous utilisons nous avons un temps social plus important, nous avons donc une qualité. Donc, nous sommes pareils si on remet au niveau. Oui, il n'y a pas que la quantité de PIB et de création de valeur. Oui, mais justement, Nathalie, parce que nous accordons du temps pour en fait s'épanouir. Donc, mais on avait au début des années 90, on avait un écart de richesse par habitant autour de 10% entre les pays les plus riches et les pays plus riches européens et les États-Unis. Aujourd'hui, on est plutôt à 25%. Oui, et donc, en fait, c'est un lent décrochage par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, c'est ça qui est très inquiétant. Quand vous prenez les principes, on parlera de la bourse ou des marchés tout à l'heure. Quand vous prenez les 25 plus grosses capitalisations boursières dans le monde, il n'y a plus aucune entreprise européenne aujourd'hui. C'est quand même très parlant sur ce décrochage lent, mais continu, de l'Europe. Quoi. Oui. Laurent, je me tourne vers vous. Pour vous, Laurent, donc directeur général d'Hervor, je le rappelle, patron de PME industrielle, économiquement, quel a été l'événement le plus important en 2025? Alors je vais répondre à votre question, mais juste un petit commentaire sur les chiffres précédemment, sur les chiffres annoncés de l'économie américaine. Il y a une chose qui est intéressante. Notre Fouché national disait que les statistiques étaient la forme la plus élaborée du mensonge. Et je crois qu'il n'a pas tort. Et il y a une chose qui, en tout cas, moi je ne sais pas dire si techniquement la production des chiffres est juste ou est bonne, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne correspond pas avec ce que je vis au niveau économique, puisque nous, on vend des produits aux États-Unis. Et que vivez-vous ? Ce qu'on voit, c'est que si vous voulez, vous avez un segment qui marche très fort, qui est tout ce qui tourne autour de l'IA. Alors, on a déjà vécu ça dans le passé, c'est-à-dire que n'importe quoi où il y a marqué IA, maintenant même votre cafetière, s'il y a marqué IA, boum. Mais les secteurs traditionnels ne sont pas très florissants. Nous, on travaille avec certains équipementiers américains, etc. Je peux vous dire qu'il n'y a pas la queue devant la porte. Donc, il y a une espèce, si vous voulez, de manichéisme au niveau de l'économie américaine, ce qui veut dire que c'est aussi très fragile, parce que si, comme certains le pensent, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes de la Silicon Valley, qu'il y a une bulle autour de l'IA, les lendemains risquent de ne pas être très chantants. Ce que vous nous dites, c'est que l'économie américaine, la croissance américaine n'est pas forcément très équilibrée. Alors il y a ça, et si vous voulez, c'est très étonnant, parce que moi, ça ne correspond pas avec ce que je vois. Bon. Puis je rappelle aussi qu'il y a une reprise du chômage aux États-Unis, donc ça, c'est du concret. Maintenant, sur l'Europe. Alors écoutez, je pense que il y a ce que vous pensez et il y a ce que vous acceptez. Moi, je n'accepterai pas, je veux dire, je dis très modestement, je suis engagé à ma manière, à ma petite échelle, pour éviter le déclinisme. Oui. Bon, et je veux dire que effectivement, on peut avoir cette espèce de fatalisme, dire que c'est foutu, il faut quitter le navire, etc. Moi, je ne l'accepterai jamais. Je pense que
La bonne nouvelle, c'est sans doute que... On fait le constat, là, c'est pas ce que dit Thomas Grébin, mais on fait simplement le constat d'un lent déclin depuis 15-20 ans maintenant. Mais monsieur a parfaitement raison, la question c'est pas maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et je pense que, et vous l'avez très bien expliqué ce matin, objectivement, l'Europe a beaucoup d'atouts. Simplement, je pense qu'on a vécu avec une vision très confortable de l'avenir, avec beaucoup de naïveté. On a pensé un peu trop sur les autres. Nous avons pensé que nous allions jouer, si vous voulez, on allait participer aux Jeux Olympiques internationaux du commerce et que tout le monde allait claquer les bottes et respecter les lois. Eh bien, la réponse est non. Il aura fallu 20 voire 30 ans pour que certains en prennent conscience. Et je le dis encore une fois très modestement, moi en tant qu'industriel, j'ai vu des produits chinois non conformes aux normes européennes se faufiler à travers les normes dites européennes et inonder les marchés européens avec le regard soit bienveillant, soit le regard... oui, voilà. Bon, alors là, maintenant, on commence à prendre conscience que, les Chinois ne vont pas juste fabriquer que des produits bas de gamme, pendant que nous, les Occidentaux, nous allons nous réfugier dans le luxe et la forte valeur ajoutée. Moi, cette histoire, je l'ai déjà vécue. Je l'ai vécue avec un autre pays. J'étais adolescent à l'époque. Je l'ai vécue avec le Japon. Et quand j'étais adolescent, quand on voulait dire qu'un produit était de mauvaise qualité, on disait c'était du Made in Japan. Je laisse les auditeurs seuls juges de ce qu'est devenu le Japon, qui est devenu une superpuissance industrielle. Donc non, je pense que c'est pas foutu. Pas du tout. Simplement, l'Europe apprend à être l'Europe. Il y a 80 ans, je veux dire, on était en train de se taper dessus. Oui. 80 ans après, on a la même monnaie et on essaye de penser pareil. Alors c'est sûr que c'est pas toujours facile si vous voulez de prendre, je dirais, on va dire un Hollandais et un Corse et de les mettre dans la même pièce. Mais je suis assez optimiste. Je pense qu'on a les atouts. Maintenant, il va falloir se bouger les fesses et il va falloir se battre. Et il va falloir arrêter de penser qu'on est dans le monde des bisounours. Donc oui, je suis optimiste. Comme dirait Churchill, je le paraphrase modestement, il y aura du sang, il y aura des larmes. Mais je pense que l'histoire n'est pas écrite. Je repose ma question, cher Laurent, l'événement marquant de 2025. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Trump, parce que nous, on est directement touchés. Je veux dire que nous, on s'est réveillé un matin avec 35% de taxes en plus. Donc là, même si vous êtes le meilleur des managers... Ça change la vie d'une entreprise. Ah bah oui, ça change. Bon, donc ça a été l'élément le plus marquant, mais je crois que le plus marquant pour moi, c'est pas les 35%, c'est finalement de se dire que tout ce qui était réputé impossible était possible. Et là, j'ai un tout petit avantage concurrentiel, j'ai habité 8 ans aux États-Unis. Il y a encore pas si longtemps, si vous aviez la parole de trop, la blague un tout petit peu grinçante, tout de suite il y avait un tollé général, on vous sortait des tas de lois, etc. Et là, on s'aperçoit que tout est possible. Tout est possible. Oui. Donc c'est ça pour avec moi, un changement radical. La rapidité du changement est absolument spectaculaire. Si vous voulez, on a vraiment l'impression, qu'il n'y a plus de loi, il y a plus de contre-feu démocratique. En clair, il y a une équipe en place qui peut faire n'importe quoi. Tout est permis. Puis du lundi au mercredi, ça peut changer. C'est ça la plus grande surprise de l'exercice 2025 en ce qui me concerne. Nathalie, on a des armes. Puis Thomas qui réagira, mais on a des armes dans ce monde-là quand même. On a l'habitude de dire. Si je vous pose la question, est-ce qu'on a des armes, c'est parce qu'on entend énormément dans le débat public que l'Europe est un continent d'herbivores face à des carnivores. On n'est pas complètement désarmé non plus. Non, on a une façon de voir le monde qui est effectivement différente. Je pense qu'effectivement, on a, par rapport aux États-Unis en particulier, on a deux mondes opposés. La Chine, qui est très centralisatrice, qui a décidé d'aller dans une direction auquel moi que je ne cautionne pas, mais qui a une certaine efficacité, puisque quand le pouvoir central a décidé que ça allait comme ça, ils vont faire comme ça. Et comme il y a un esprit entrepreneurial en dessous, et ça donne ce mélange assez étonnant de centralisation. Très darwinien. Avec des entreprises qui vont faire des choses du coup innovantes. Donc c'est effectivement assez inédit, pour être très, très honnête. Quand on regarde les critiques adressées à la centralisation, on se dit qu'en Chine, la critique est toujours là, parce que c'est vrai que le mouvement il est unique, donc il faut que ça réussisse, parce que le jour où le moteur électrique finalement, la voiture électrique sera peut-être pas forcément le modèle qui gagnera dans le futur, du coup ils seront à côté de la plaque, mais en tout cas pour le moment, c'est ça. Et puis d'un autre côté, on a effectivement un pays entrepreneurial qui va aller pousser les frontières de la nouveauté, expérimenter
et puis ensuite essayer de réglementer ou de légiférer. Et nous, malheureusement, en Europe, on a effectivement, c'est un esprit entrepreneur, il n'y a pas de doute non plus. Simplement, on a décidé d'avoir cette étrange manière de faire qui est de vouloir absolument réglementer avant de découvrir, enfin, ou en tout cas en même temps. Et le problème dans ce processus d'innovation très poussée, c'est que je ne sais pas comment on peut réglementer un truc qu'on ne maîtrise pas encore. Donc voilà, donc moi je trouve qu'elle est là, la contradiction européenne. Il faudrait quand même qu'un jour, il y ait vraiment qu'on se mette au clair sur ce qu'on veut, parce qu'en faisant comme ça, on ne pourra pas aller très loin. Parce que comme on s'interdit de faire, forcément, on passe à côté des gens qui vont plus vite. Et après, une fois, comme en plus il y a des effets de réseau très importants dans ces nouveaux secteurs, si vous n'êtes pas là au début, vous serez un autre type d'acteur. Mais est-ce que ce mouvement n'est pas enclenché depuis la boussole de compétitivité? Alors bien sûr, c'est technocratique, c'est bureaucratique, c'est la Commission européenne, mais les choses se mettent en place quand même, Thomas Grébien, au niveau européen. Je pense qu'il y a quand même besoin d'un changement de logiciel, parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros, l'Europe, elle a vécu sur ses acquis. On avait des grands secteurs industriels pour lesquels, en gros, on était les meilleurs du monde, que ce soit l'automobile, la machine-outil, la chimie, la pharmacie. Oui. Et donc, on n'avait pas besoin d'une remise en cause fondamentale, parce que, en fait, sur nos acquis, on était en gros meilleurs que les autres. Il y avait évidemment la concurrence japonaise, mais en gros, on restait parmi les meilleurs. Et donc, ce qui faisait aussi que quand l'Europe proposait des plans, en fait, on ne mettait pas les moyens pour que ces plans soient effectifs. On peut se souvenir, par exemple, de la stratégie de Lisbonne en 2000, dont on avait beaucoup parlé. On devait être la première économie de la connaissance en 2020. Donc on avait beaucoup... encore raté. Donc on avait beaucoup de déclarations de bonnes intentions, des plans avec des bonnes intentions, et on ne mettait pas les moyens derrière. Vous prenez plus récemment, par exemple, le Chips Act européen. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la Commission européenne a vu sur les puces que le président Biden avait un grand plan sur les puces aux États-Unis, avec autour de 43 milliards d'euros mis sur la table aux États-Unis. La Commission dit, nous, on doit riposter. Et donc, on annonce ce Chips Act. Et donc, ce Chips Act, sur le papier, il y a 42 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Mais en fait, quand on regarde le détail, il n'y a pas du tout 42 milliards d'euros comme aux États-Unis. Enfin, c'est que nous, on a un plan, on annonce 42 milliards, mais en fait, ce serait à partir autour de 7 milliards d'argent public. Donc déjà, dans les 42 milliards, on a un effet de levier entre 4 et 5, et ces 7 milliards, on ne les a pas. Donc voilà, je pense que là, c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'on annonçait des choses, mais en fait, comme on ne sentait pas qu'il y avait un danger vital pour nos secteurs économiques, de facto, on ne mettait pas les moyens, on les mettait de façon insuffisante. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense, qui est très important aussi, c'est cette notion de risque. J'avais un collègue qui on a mis le principe de précaution dans notre constitution en France. Qui est un collègue qui, pour expliquer un peu le déclin de l'Europe, m'a dit lis Stefan Zweig, Magellan de Stefan Zweig, et regarde pendant les grandes découvertes que l'Europe était prête à prendre comme risque. Vous aviez quelqu'un qui arrive, va voir des rois et leur dit est-ce que vous pouvez me livrer plusieurs navires pour un projet qui est quand même relativement fou. Et en fait, les rois de l'époque étaient prêts à financer ça et prendre des risques inouïs. Et je pense qu'en effet, en Europe, on a perdu aussi ce goût du risque. Et ça, je pense que d'un point de vue économique, c'est compliqué. Et la dernière chose, c'est aussi qu'on a mis... C'est lié avec le risque, c'est que la règle est devenue pour nous un objectif en soi. Et on n'a pas vu que dans un monde où en fait nos compétiteurs refusent de jouer avec les règles du jeu, en fait ça devenait une très grosse fragilité. Si vous pensez que cette règle va se développer et s'appliquer au reste du monde, ça pose pas un problème, parce que là en fait le reste du monde joue avec vos propres règles. Si à l'inverse vous êtes le seul à jouer avec ces règles et en fait ça pénalise votre industrie, en fait en termes de compétitivité ça devient très grave. Et je pense qu'un parallèle pour comprendre ce qui se passe pour l'économie européenne ou pour l'industrie européenne, c'est ce qui s'est passé avec le Tour de France. C'est-à-dire que pendant longtemps on avait des champions cyclistes français. Oui. Et puis, à partir des années 90, il est souvent numéro 2. Il y a eu une découverte de nouvelles drogues comme le PO. Et à partir de là, en fait, on n'a plus de grands champions, de vainqueurs du Tour de France. Et le discours dans les années 90, ça a été oui, mais on va mettre des règles anti-dopage de plus en plus strictes qui font que nous, qui ne sommes pas dopés, on va rester compétitifs. Et par notre exemple, en fait, on va s'entraîner et par l'exemple, on va réussir à gagner le Tour de France.
ce qu'on peut observer. C'est une belle allégorie, oui, effectivement. C'est qu'on n'a pas gagné le Tour de France. C'est qu'on n'a plus jamais gagné le Tour de France. Donc, et que la drogue continue probablement de circuler. Je ne suis pas spécialiste. Oui. Ceux qui n'ont toujours pas compris, et c'est vrai du contournement. Pour tout, dans l'innovation, c'est qu'en fait, dès que vous faites une règle, vous produisez une envie de faire autrement que la règle. Les acteurs s'adaptent. Et ça qui n'est pas compris. C'est-à-dire qu'une règle, quand elle est faite, les gens n'ont pas forcément envie de l'appliquer, ou alors il faut des sanctions extrêmement sévères et un moyen de contrôle imparable. Bon, c'est très français en même temps, une règle et des exceptions, on connaît bien. Allez, on se retrouve après une très courte page de pub pour continuer la rétrospective 2025. À tout de suite.